Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et on y va donc pour notre sommaire. S'épanouir au travail, tout le monde recherche cet objectif ultime, mais ça veut dire quoi exactement? S'épanouir professionnellement, on vous dit tout dans quelques instants. Ensuite, changement de sujet, on va parler de santé, on va parler d'alimentation en période ou face au cancer justement. Comment l'alimentation peut aider à surmonter la maladie et cette période. Et puis enfin, on va s'intéresser aux enfants, au bégaiement. Quelle prise en charge par l'orthophoniste? On vous dit tout dans un petit moment sur Média TV dans On se dit tout. On y va. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver aussi tous les invités qui ont accepté de faire l'émission aujourd'hui pour vous et bien sûr toute l'équipe en régie. Allez, on y va, le tour de table. Amal Hihi, merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes coach professionnel. Vous êtes aussi la fondatrice de la méthode solaire. Et avec vous aujourd'hui, s'épanouir au travail, ça veut dire quoi exactement? À côté de vous, le docteur Karim Louali. Bonjour docteur. Bonjour. Merci infiniment d'être là. C'est toujours un plaisir d'être C'est un plaisir de vous recevoir. Et aujourd'hui, vous allez nous apporter votre expertise au sujet de l'alimentation et du cancer. Comment l'alimentation peut aider à guérir ou à dépasser la maladie, à mieux la vivre en tout cas. Est-ce que c'est possible? Vous allez nous raconter tout cela dans un petit moment. Et puis, avec vous, Sarah Hay, merci infiniment d'être là. Vous êtes orthophoniste. Avec vous aujourd'hui, le bégaiement, quelle prise en charge? Ok? Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Et on va commencer par cette histoire d'épanouissement au travail. C'est, on va dire, la grande tendance actuelle de vouloir être bien tout le temps. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que ça match avec le milieu professionnel? Est-ce qu'on est, on va dire, en droit d'espérer ça? Vous allez nous raconter tout ça dans un petit moment. On y va. Amal Hihi, merci beaucoup d'être là. Alors justement, est-ce que c'est un effet de mode, cette histoire d'épanouissement professionnel? Est-ce qu'on en demande trop à notre boulot? Alors, c'est clair qu'on est en train de vivre actuellement un changement de paradigme, donc dans le sens où les collaborateurs n'ont plus du tout les mêmes attentes qu'il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans, et encore moins il y a 50 ans. Donc clairement, je pense qu'il y a une évolution qui est très très claire, et aujourd'hui on le vit dans les organisations, ne serait-ce qu'à travers 2 générations, ceux qui sont là depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et donc, du coup, c'est même difficile de collaborer ensemble parce que les besoins ont évolué. Alors maintenant, l'épanouissement de travail, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une réalité? Oui. Est-ce que c'est une mode? Moi, je dirais que c'est un changement d'état d'esprit, que les jeunes qui arrivent ont beaucoup à nous apprendre, nous les seniors. Parce qu'ils ont compris, au fait, ils ne veulent plus revivre ce qu'ont vécu leurs parents. C'est-à-dire que les parents, en l'occurrence nous, on est une génération pour qui la valeur travail a été très très importante, même je dirais le mot sacrifice, le mot compétition, le mot excellence. Ce sont des mots qui étaient très très présents pour notre génération et ce sont des mots qui créent quelque part un mal-être, qu'on le veuille ou pas, et qui impacte clairement même la vie familiale, parce que si on veut être dans l'excellence, dans la compétition et dans la réussite coûte que coûte, ben forcément ça se fait aux dépens d'autres domaines de vie, et ça vient impacter la vie familiale, la vie sociale et autres. Ces enfants qui ont vécu avec des parents qui ont tout donné pour améliorer justement les conditions de vie et pour pouvoir être inscrits dans cette performance très exigée par le milieu professionnel, aujourd'hui sont à la recherche d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'écoute de leur petite voix intérieure, ils sont plus à la recherche d'un équilibre de vie. Et cet équilibre est très difficile à trouver, vu que l'organisation aujourd'hui, elle est, qu'on le veut, gérée par tout à fait, l'esprit parent. Par l'esprit parent et toujours à la recherche de cette performance. Et ces jeunes qui arrivent avec « je veux du sens, je veux un bien-être, je veux travailler dans de bonnes conditions », et donc un état d'esprit qui est complètement différent. Et donc je pense que le plus grand challenge pour les années à venir, ça va être justement le capital humain et comment faire pour fidéliser les collaborateurs et pour leur permettre de rester au travail et donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que, alors voilà. Justement, cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle met dans ce mot épanouissement professionnel?
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça va varier, mais en général, il y a des tendances. D'accord? Il y a des tendances. La première tendance, c'est le sens. La génération d'aujourd'hui veut comprendre la raison pour laquelle on lui demande de faire des choses. Elle veut aussi donner un but ultime à ce qu'elle fait. Donc, au fait, ils sont à la recherche de ce que j'aime faire, le but, ce que j'aime faire, ce qui me passionne, ce qu'on me demande de faire, ce pourquoi je suis douée et ce pourquoi je suis payée. Et l'intersection va donner un sens. L'autre chose, c'est que c'est des jeunes qui ne sont pas forcément inscrits dans la compétition, dans l'excellence. Ils sont beaucoup plus dans la co-construction, dans la collaboration. Et aussi, ils sont prêts à tout plaquer du jour au lendemain et aller se retrouver, mieux se connaître. Donc, c'est beaucoup plus un revirement vers l'être et pas forcément vers l'avoir. On a vécu une tendance où on était beaucoup sur l'avoir, et donc les gens se saignaient, c'est vraiment le terme, les gens se saignaient pour avoir la belle maison, pour avoir la belle voiture, pour avoir ceci. Mais aujourd'hui, je pense que c'est en train de venir, il y a un changement de perception, il y a un changement d'attente de dire j'ai pas envie de me saigner, j'ai pas envie d'avoir un crédit toute ma vie, j'ai pas envie de travailler. Mais est-ce que j'ai envie de la voiture et de la maison, etc. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, le truc, c'est que oui, je veux une belle vie, mais en même temps, je ne veux pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épanouissement au travail, c'est quelque chose de très, très personnel, c'est un état d'esprit, mais il faut dire que si je veux être épanouie, il faut que je lâche quelque chose. Je ne peux pas être épanouie et avoir tout. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de lâcher quelque chose, mon exigence en termes peut-être de qualité, de niveau de vie, peut-être, mon exigence par rapport à la taille de l'entreprise où je veux travailler, mon exigence. Donc, au fait, il y a aussi une autre recherche qui est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est très, très recherchée aujourd'hui. L'épanouissement professionnel, c'est pas être affiché le sourire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et arriver au boulot tous les jours avec justement la pêche et la joie de vivre. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Parce que finalement, on a l'impression que c'est ça en fait. Quand on n'est pas heureux d'aller au boulot parce que la vie est faite ainsi, il y a des moments où on est joyeux et d'autres moins bien, on se dit je n'aime plus ce que je fais. Oui, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ça. C'est d'abord être conscient de tout ce qu'on gagne dans notre environnement de travail, et c'est aussi aux organisations, au top management, de comprendre ça. Et je pense qu'ils l'ont compris. Aujourd'hui, il y a d'abord l'espace, et on fait attention à l'espace de travail qui soit plus ergonomique. On fait aussi attention à créer de l'animation que les gens n'entendent pas dans la routine. Parce que ce qu'il faut savoir, je l'ai écouté ce matin, c'est que, au fait, ce que dépense l'État dans d'autres pays européens, ce que dépense l'État dans les burn-out, l'accompagnement au burn-out est beaucoup plus élevé que ce qu'il dépense par rapport au chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, les gens tombent malades, ils travaillent, ils tombent malades, et l'État va venir rectifier ce problème-là suite à ce mal-être au travail. Donc aujourd'hui, les entreprises sont en train de, justement, remettre ça dans leur contexte de conditions de travail. C'est offrir aux collaborateurs un environnement plus sain. C'est ça. Un environnement qui va regrouper d'abord en termes d'espace, en termes de relations, parce que les relations toxiques au travail, c'est la première raison pour laquelle les gens vont aller jusqu'au burn-out. La pression du manager, la pression des chiffres, la pression des résultats, la pression de la performance. Et donc, on va venir quand même donner dans la journée, ou bien dans la semaine ou dans le mois, des espaces aux collaborateurs pour souffler, pour respirer, pour rééquilibrer leur vie, pour intégrer de nouvelles choses dans la vie au travail, pour que ça soit un environnement plus sain, plus agréable, où les gens ont envie de venir travailler. Alors ça, c'est l'entreprise. Maintenant, vous, Dr Karim Louali, Sarah Hay, vous avez, on va dire, vous autogérez. Est-ce qu'il y a aussi ce challenge de l'épanouissement professionnel, ou finalement, quand on a sa propre affaire, son propre cabinet, quand on est maître de soi, on se dit, je n'ai pas à me plaindre? Écoutez, honnêtement, non. Honnêtement, j'essaie toujours de créer cet environnement où je vais partir dans mon cabinet avec le plus grand plaisir. Bon, moi, l'ennui, j'y tombe pas parce que différents cas, différentes histoires, différentes passions, ce qui fait qu'il y a toujours des challenges, mais j'aime avoir un bon cadre de travail.
c'est-à-dire j'aménage mon temps de travail, parce que je ne peux pas travailler au-delà, je ne peux pas prendre des patients au-delà de ma capacité pour garder toujours ce plaisir pour donner. Et puis, il y a des petites habitudes. Moi, j'ai un beau jardin derrière mon bureau, ma petite machine de café. En fait, c'est des petits gestes. La photo de ma petite famille dans mon bureau. C'est des petits gestes qui font que je suis dans un cadre qui est agréable, que j'aime partir au travail le matin. Et puis, le personnel qui travaille, le genre de patients, parce que moi, je pense que bizarrement, on attire les gens qui sont comme nous. C'est-à-dire que la mentalité des patients qui viennent chez moi, elle est pareille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Mais je tiens à avoir un cadre de travail agréable et surtout l'aménagement du temps, parce que c'est ce qu'on oublie de faire. Vous savez, l'argent ne finit pas. On peut travailler plus, gagner plus, mais on n'aura pas le temps de le dépenser. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver cet équilibre entre le travail et garder... Parce que ça, c'est un challenge aussi quand on travaille pour soi, c'est de se dire finalement, tant que je peux... C'est très difficile en fait. D'arrêter. Je trouve que c'est très difficile de se dire, non, je ne prends pas par exemple... tel jour, je ne travaille pas parce que c'est mon temps, c'est mon jour. Je me repose, je fais telle chose, je fais du sport, je fais... Et oui, il y a des patients qui demandent ce jour-là, mais non, je ne prendrai pas. C'est-à-dire, quand on arrive à se dire ça, c'est déjà très très bien. Parce que c'est vrai que, comme Dr Wali a dit, on ne peut pas travailler H24. Après, il y a un épuisement. Nous, on est des éponges. C'est-à-dire, on prend les problèmes des autres. Et on est tout le temps face aux problématiques familiales, les problèmes des parents, des enfants et tout. Et donc, on prend sur soi. Et si on ne prend pas un temps de répit, je pense qu'il y a un jour où on va rentrer, on va se dire... Pas envie de travailler aujourd'hui. Ça arrive, mais ça doit arriver rarement parce qu'on est face à l'humain. On n'est pas face à une machine. Et donc, oui, il faut savoir s'arrêter parce que le gain, si on cherche le gain, on ne s'arrêtera jamais. Si on cherche le gain, on perd le plus important. Oui, effectivement. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Amel, nous avons Nada qui vous dit « Moi, j'ai l'impression que les employés sont devenus de grands enfants qui refusent la frustration. » Vous en pensez quoi? Il peut y avoir du vrai, clairement. Je pense aussi qu'il y a une grande exigence. On le disait, la génération qui vient sur le marché est une génération qui a grandi dans de la facilité, il faut le dire, qui a grandi dans je clique sur un truc et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de quelque chose, je l'ai tout de suite. Et donc, clairement, la frustration, elle est plus facile à arriver que notre génération à nous. Maintenant, je pense que c'est une génération qui a besoin aussi juste d'être impliquée. Et la manière de les manager, de les accompagner est différente. Une fois qu'ils sont impliqués, et ils peuvent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout, s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils peuvent vraiment être très, très performants. Donc, oui, c'est vrai qu'on le voit. Les gens veulent d'abord réussir très facilement et très rapidement. Ils s'ennuient très vite dans un poste. C'est-à-dire, avant, vous savez, les gens restaient 5 ans, 10 ans dans le même poste. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens ont besoin de changer tout le temps. Ils ont besoin de... Et c'est pour ça qu'il y a des façons de fonctionner qui arrivent dans l'organisation. En l'occurrence, on parle beaucoup d'agilité dans les entreprises. Dans le sens où on va travailler en petits groupes tout le temps, à collaborer, à innover, à travailler d'une manière différente, à construire des choses différemment, à impliquer des gens pas forcément qui sont dans la direction d'aller chercher d'autres personnes et venir les impliquer dans d'autres questions, pour justement casser cette routine, casser cette façon de faire continue et leur permettre de s'exprimer sur différents sujets. Alors, on a aussi Afaf qui vous dit « Les choses ont bien changé. Avant, on ne se plaignait pas. Aujourd'hui, on veut que le plaisir soit partout. » Ouais. Ça, c'est conflit de génération. Oui, malheureusement, ça, je pense que on tombe dans le revers de la médaille de la recherche de l'épanouissement. C'est vraiment le revers de la médaille. C'est croire qu'on peut tout le temps être heureux, tout le temps chercher tout le temps cet état-là de joie, alors que si les autres états existent, c'est bien pour une raison. Et qu'on a besoin de vivre c'est comme le mariage, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on a besoin d'être triste, a besoin d'être en colère, on a besoin, au contraire, il faut savoir accueillir ses émotions. Ouais. On ne peut pas être tout le temps, ça me plaît pas, ça me met en colère, je zappe, je passe à autre chose. C'est pas possible. On a besoin aussi, pour pouvoir savourer des moments de joie, on a besoin aussi d'avoir des moments de tristesse, de colère, etc. Parce que c'est des moments qui viennent nous dire quelque chose par rapport à nos besoins. Et puis, je pense qu'aussi la médiatisation du bonheur et de l'épanouissement, c'est ça. Elle est à outrance. Elle est à outrance. Et on va promettre
des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça. Et de dire qu'on peut être tout le temps heureux, on peut être tout le temps épanoui. C'est pour ça que je parle de mariage, parce que par rapport à ça aussi, quand on se dit, oui, il y a de plus en plus de divorces, parce que la vie à deux est devenue plus compliquée, elle n'est pas forcément plus compliquée, peut-être qu'on accepte moins. Oui, il y a moins de résilience. Il y a moins de résilience. Il y a moins de résilience et c'est pareil pour le travail. Les gens veulent avoir tout, mais c'est pas possible. Il faut bien donner une concession. Qu'est-ce que je suis prêt à donner de mon temps, de mon mode de vie, de mon état d'esprit, de mes émotions, pour pouvoir aussi équilibrer. C'est aussi le gros challenge de ces jeunes, non? C'est le gros challenge de ces jeunes, c'est le gros challenge pour les années à venir, au Maroc plus qu'ailleurs d'ailleurs. Parce que les dernières études ont démontré que le Marocain n'est pas quelqu'un d'heureux, n'est pas quelqu'un d'optimiste, n'est pas quelqu'un forcément de... Voilà. Et donc, le plus grand challenge, ça va être de trouver un capital des personnes qui vont venir travailler dans le plaisir et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, l'effort dans le plaisir et le plaisir dans l'effort. Mais pour vous, c'est quoi la solution? C'est dans l'éducation? Parce que finalement, ce salarié, quand il arrive en entreprise, il ne débarque pas de nulle part. Non. Il a un bagage, un vécu avec lui qui fait qu'aujourd'hui, il se comporte comme ça, il a ses attentes, ou il a justement cette tristesse qui l'accompagne, etc. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est l'école, c'est... Oui, c'est un peu de tout ça. C'est l'éducation, c'est l'école, c'est l'environnement, c'est la rue, tout simplement, c'est la société. Et il faut pas se mentir, il y a une morosité. Et puis, donc, cette morosité finit par impacter la mentalité. Et il n'y a qu'à dire, moi, je vois souvent, quand j'accompagne les entreprises, les gens, ils te disent, on recrute une personne, elle est hyper motivée. Elle a vraiment envie d'intégrer l'entreprise, elle a envie de donner le meilleur d'elle-même. Mais dès qu'elle débarque, elle est tout de suite prise en charge enveloppée dans de l'énergie négative par les personnes qui sont déjà là. Et qui ont perdu espoir. Et qui ont perdu espoir et qui vont tout faire pour la démotiver dès les premiers mois. Oui. Et donc, et finalement, elle finit par suivre le courant parce que si elle ne suit pas le courant, elle peut être complètement à l'écart. Ouais. Donc, il y a une ambiance morose, même dans les organisations qu'on voit. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à changer de mindset. Aujourd'hui, il y a de l'accompagnement de changement de mindset. Si on ne change pas de mindset, on ne prend pas nos responsabilités de notre épanouissement. Notre épanouissement est notre responsabilité et non pas la responsabilité de l'autre. Et clairement, dire aussi, l'entreprise va me donner, mais moi aussi, je dois donner à l'entreprise. Merci beaucoup, Amal Hahi. Merci infiniment. On continue l'émission ensemble. On va parler de santé tout de suite. Docteur Karim Louali, merci infiniment d'être là. Vous êtes médecin nutritionniste et avec vous, ce sujet, on va dire, malheureusement d'actualité, qu'est le cancer et l'alimentation. Est-ce que l'alimentation peut guérir, peut aider à guérir, peut aider à mieux faire passer la maladie? Vous en pensez quoi? Je pense qu'il ne faut pas être dans l'excès, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux et WhatsApp, les gens commencent à faire n'importe quoi en termes d'alimentation en accompagnement du cancer. Aujourd'hui, on a bien établi que l'alimentation pouvait provoquer un cancer ou pouvait prévenir un cancer. C'est-à-dire ça, c'est des études scientifiques qui sont prouvées. Mais aller à dire provoquer comment? Aujourd'hui, dans les facteurs de risque de cancer, il y a le tabac à 30%. Et il y a 30% l'alimentation, y compris l'obésité. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments cancérigènes aujourd'hui, surtout dans les cancers du tube digestif. Il y a certains modes de cuisson qui sont cancérigènes aujourd'hui. Mais à dire que l'alimentation à elle seule va traiter le cancer, ça, jamais. C'est-à-dire l'alimentation peut aider la personne à mieux supporter son traitement qui est lourd. Elle peut aider à prévenir l'apparition du cancer, mais en aucun cas se substituer au traitement, au protocole thérapeutique qui est élaboré pour traiter cette maladie. Est-ce que vous voyez des patients aujourd'hui qui mettent trop d'espoir dans l'alimentation? Oui, et on les recadre. Parce qu'à force de voir des faux messages dans tout ce qui est réseaux sociaux, moi j'insiste encore, les patients viennent chez moi, ils ont enlevé le lait, ils ont enlevé la viande, et ils font des fentes musculaires, ils sont fatigués, ils n'arrivent même pas à supporter leur cure de chimiothérapie. Donc aujourd'hui, il y a des choses, il y a des petits conseils qu'il faut donner. C'est-à-dire l'alimentation, elle apporte énormément de choses chez un patient cancéreux. Il y a comme d'autres moyens, ce n'est qu'un outil de plus
On appelle ça une médecine intégrative qui va être intégrée dans la prise en charge, comme par exemple utiliser l'homéopathie pour gérer les effets secondaires de la radio, de la chimiothérapie. L'alimentation n'est qu'un outil de plus qu'on met à la main du patient dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire pour l'aider à traverser cette période qui est difficile. Donc pour vous aujourd'hui, le message principal pour nos téléspectateurs, c'est de ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux et de l'intox. Il faut suivre son traitement, il faut compléter par l'alimentation, mais l'alimentation à elle seule ne peut pas remplacer une chimiothérapie, une radiothérapie. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation et risque de cancer, quelle est l'évidence scientifique la plus claire et nette? C'est la non-consommation de fruits et légumes qui est un facteur de risque d'avoir le cancer, et non la consommation de telles choses. D'accord. Après, il y a la viande rouge, mais ce n'est pas la viande rouge, c'est la graisse qui est carbonisée. C'est ça qui provoque le cancer. C'est tout ce qui est industriel, la charcuterie, etc. et tout. La graisse carbonisée, c'est-à-dire nos grillades à la marocaine. Oui, nos grillades à la marocaine. C'est dangereux. Il faut griller sur la braise et bien nettoyer sa viande de matière grasse et bien mariner. C'est-à-dire, c'est ça. Mais c'est ces petites astuces qui donnent, mais c'est pas la viande rouge qui donne la graisse, qui donne le cancer. C'est pas donc de fait, aujourd'hui, plutôt dans une alimentation anti-cancer chez un patient qui a le cancer, c'est plutôt manger beaucoup de fruits et de légumes parce que c'est les antioxydants, parce que nous luttons chaque jour contre des millions de cancers dans notre corps. Notre pouvoir antioxydant le fait, mais c'est qu'un cas sur je ne sais pas combien où la cellule elle devient folle, ou elle va devenir cancéreuse. Nous luttons contre ça. Il y a d'autres facteurs héréditaires, la pollution, le soleil, etc. C'est plurifactoriel. Mais aujourd'hui, c'est la consommation de fruits et de légumes qui a la seule valeur sûre pour avoir une alimentation anti-cancer. Bien entendu... En prévention, ça, bien sûr. Oui, on parle d'éviction de sucre, parce que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. On parle d'éviction de lait de vache. Pourquoi? Parce que généralement, le lait, il est fait pour les bébés parce qu'ils sont pleins de croissance, parce qu'il y a des facteurs de croissance dedans. Et ce n'est pas l'idéal pour un patient qui est cancéreux. Mais à côté, il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est-à-dire, il faut manger sa ration de protéines pour la construction musculaire. Il faut manger des fruits et légumes pour avoir les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Au contraire, c'est en ce moment-là qu'il faut avoir l'alimentation la plus équilibrée possible pour mieux supporter la chimiothérapie, pour récupérer rapidement de la chimiothérapie, parce que les oncologues, quand ils se retrouvent avec des patients fatigués, ils ne peuvent rien faire. C'est ça. Mais justement, malheureusement, face à la maladie et face à l'annonce, les patients essaient de trouver une explication, une raison. Surtout quand, par exemple, on ne peut pas incriminer le tabac parce que le patient ne fume pas, parce qu'il n'est pas en surpoids, parce qu'il a toujours eu une hygiène de vie, on va dire, quasi équilibrée. Et donc, finalement, on essaie de trouver la raison. On se dit, c'est l'alimentation, parce qu'il y a les pesticides, parce qu'il y a tous ces mauvais produits pour le corps qu'on nous fait ingérer. Et c'est ce qui m'a donné un cancer. Oui. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans le pourtour méditerranéen. Et notre culture méditerranéenne est par excellence une alimentation contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires. Encore faut-il le faire. La respecter. Voilà. Bien entendu, aujourd'hui, tout ce qui est surtout fabriqué, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est hyper transformé est un facteur de risque de cancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux s'en éloigner le plus possible. Bon, notre agriculture, elle est encore protégée. Parce qu'il faut dire qu'au Maroc, nous ne consommons pas transformé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est agro-industrie dans nos foyers, c'est pas beaucoup. On continue toujours à acheter notre viande fraîche, notre poisson frais, les légumes frais. On n'a pas la culture des légumes surgelés, des plats préparés surgelés. Et ça, c'est un grand avantage. Mais par contre, on a la junk food qui est à côté, qui est en train de reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, oui, prévenir le cancer est un travail de longue haleine. C'est le sport, c'est une alimentation équilibrée, c'est éviter certains facteurs de risque, notamment le tabagisme passif. Et aujourd'hui, à quand cette fameuse loi va être appliquée de ne plus fumer dans les endroits publics? Parce que si vous fumez par plaisir, moi je respire par nécessité. Et les effets du tabagisme passif sont encore plus graves que le tabagique lui-même. J'insiste sur cette idée-là. Et donc aujourd'hui, la prévention du cancer est une prise en charge. Bien sûr, je ne parle pas des cas héréditaires. Bien sûr. Dans le cas de cancer de sein. C'est ça, il y a les cancers héréditaires, il y a les cancers comme le col de l'utérus qui est d'origine virale. Virale. Alors, justement, comment
En période de maladie, quelle alimentation privilégier? On marque une pause et on revient. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir sur Médien TV. Alors, dans un petit moment, on va retrouver Sarah Hay pour parler du bégaiement, quelle prise en charge. Avec vous, Amal Hihi, tout à l'heure, c'était s'épanouir au travail. Ça veut dire quoi au juste? Et puis pour l'heure, c'est avec vous que l'on discute de cancer et d'alimentation, Dr Karim Louali. Merci à tous d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, justement, vous l'avez dit, l'alimentation peut jouer un rôle important en termes de prévention. Maintenant, est-ce qu'il y a une alimentation, des aliments à conseiller pendant la période de traitement, de chimiothérapie, de radiothérapie et d'autres aliments desquels il faudrait complètement s'éloigner? Donc, à conseiller, c'est très clair. Autant de fruits et légumes que je peux. Autant. Et surtout, ceux qui sont considérés comme des super aliments, qui sont très riches en antioxydants. Là, je parle des fruits rouges, du brocoli, de certaines choses. Bien entendu, il y a ce grand débat sur le bio. Parce que c'est plus riche en antioxydants, c'est plus riche en micronutriments et il contient moins de mauvaises choses, moins de pesticides. Quand vous dites qu'il y a un grand débat, c'est-à-dire? C'est-dire, est-ce que c'est positif ou pas? C'est ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut modérer. C'est-à-dire qu'il y a chaque année une liste des aliments les plus touchés et les moins touchés. Par les pesticides. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que dans cette liste-là des plus touchés, essayez de les avoir bio. Les moins touchés, ça ne sert à rien. C'est lesquels les plus touchés? Par exemple, la fraise, la menthe, la laitue, la pomme. Vaudrait mieux les avoir bio. Mais il y a certains légumes comme la patate douce, comme d'autres, ça ne sert absolument à rien de les prendre bio parce qu'il n'y a pas d'impact du traitement sur ces fruits et légumes-là. Donc il y a chaque année une liste qui sort, on peut juste la consulter sur Internet, c'est très facile à faire. Et donc voilà, au niveau des fruits et des légumes, ça reste le premier conseil qu'on donne. Énormément de fruits et de légumes et tout ce qui est riche en antioxydants, les fruits rouges, tout ce qui est coloré, parce que tant que c'est coloré, c'est rouge, c'est orange, c'est riche en antioxydants. En second lieu, pour bien profiter, c'est la manière de cuisson. Plus on cuisine, plus on perd ces éléments-là. Donc, à la vapeur, laisser les légumes croquants et surtout éviter les modes de cuisson très violents. Je parle du barbecue à plein feu, je parle de la friture. Le tagine, c'est ça. Le tagine, c'est ça. La friture et la cuisson au barbecue à très grand feu, à feu battant. Ça, c'est des modes de cuisson qui sont très cancérigènes et qui détériorent complètement la valeur nutritionnelle de l'aliment. Bon, à côté, il y a les graisses transformées, il y a les graisses animales de trop, et le sucre, surtout raffiné. Donc, il faut vraiment l'éviter. Et en gros, il faut garder cette alimentation équilibrée. Il faut avoir sa ration de protéines pour la construction musculaire, les acides aminés essentiels. Il faut avoir ces bonnes matières grasses, notamment les viandes blanches, qui sont bien pour la santé, et la bonne huile d'olive, qui est de chez nous, à condition de bien la choisir. Encore, ça, c'est le grand débat. Et donc, il faut garder cette alimentation équilibrée parce que si ce patient ne mange pas, il ne combattra pas très bien les protocoles thérapeutiques qui sont assez lourds. Alors justement, on profite de votre présence avec nous. Quelles sont vos astuces pour bien choisir son huile d'olive, docteur? Comment vous choisissez la vôtre? Il y a un très grand débat. En fait, c'est le taux d'acidité qui doit être le plus bas possible. C'est indiqué sur les emballages? Il faut demander. Non, c'est pas indiqué sur. Elle doit être première pression à froid. Mais ce n'est pas suffisant parce que plus le taux d'acidité est bas, plus cette huile d'olive a des vertus thérapeutiques. Et puis, il faut aller chercher les gens qui sont structurés. Parce qu'on sait que l'huile d'olive est très sensible à la lumière, que l'olive en elle-même, si elle pourrit, si elle reste trop longtemps avant d'être utilisée pour l'huile d'olive, c'est-à-dire le procédé de fabrication, c'est fini. Donc aujourd'hui, il faut aller vers des structures qui sont organisées, qui ont des chercheurs derrière, qui vont doser les choses qui sont bien dans cette huile d'olive. Et malheureusement, il faut éviter le système en vrac parce que... Mais on a toujours... Pardon de vous interrompre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit la cuisine méditerranéenne est très bonne pour la santé et l'huile d'olive fait partie de la cuisine méditerranéenne et la production de l'huile d'olive a toujours été artisanale. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que moi je viens de lire un article où il y a des gens qui coupent l'huile d'olive, qui mélangent l'huile d'olive, les manières de conservation, quand on la met dans du plastique, ça prenne des molécules du plastique et c'est pas bon. Quand elle est exposée à la lumière, c'est fini. Donc, tous ces procédés, et puis il y a eu des recherches assez sérieuses même sur dans l'huile les en vrac. Sur les étalages, on les voit... Non, généralement, quand on a de l'huile d'olive sur l'étalage faite par une entreprise, en général,
On ne peut pas parier sur le taux d'acidité parce que le prix il varie, mais au moins sur première pression à froid, on est paré. Et puis c'est généralement fumé, c'est-à-dire généralement on n'a jamais une bouteille transparente. Il ne faut pas que la bouteille soit transparente. On n'a jamais une bouteille transparente, c'est-à-dire même à la maison, il faut toujours que ça soit dans du verre, dans du fumé et loin d'humidité. Mais généralement, quand on passe par des entreprises spécialisées, on a plus de chances d'avoir une huile d'olive propre à la consommation. Et ce qui se vend en vrac, malheureusement, toutes les études qui ont été faites au Maroc, ils avancent des taux incroyables d'huile impropre à la consommation quand ça se vend en vrac. D'une manière artisanale. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Vous avez Fahd qui vous dit « Après la chimio, ma femme ne peut rien avaler, or son corps a besoin de se nourrir. Comment compenser ?» Effectivement, déjà, accompagner cette femme lors de ses cures de chimiothérapie. Et aujourd'hui, l'homéopathie, elle offre des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on arrive à gérer les symptômes de nausées, de vomissements, de brûlures, des petites choses comme ça. Alors là où la médecine classique ne trouve pas vraiment trop de solutions. Et c'est ça la beauté de cette médecine intégrative, c'est-à-dire que l'oncologue fait son travail et l'homéopathe complète cette prise en charge. Ensuite, il faut jouer sur la qualité micronutritionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger des masses pour avoir les micronutriments. Il faut préparer des préparations hyper protéinées, hyper caloriques. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire des veloutés de soupe qui sont bonnes, utiliser de la patate douce pour la rendre veloutée et incorporer dedans des protéines, des graines de chia, des petites choses comme ça qui sont très très caloriques et préparer des bols. Des bonnes calories. De bonnes calories, très riches en micronutriments et pas forcément en grande quantité. Et puis, on fractionne les repas. On n'est pas obligé d'avoir 3 grands repas. On peut avoir plusieurs petits repas, mais de bonne qualité nutritionnelle, parce que la patiente, elle n'a pas forcément l'appétit avec la chimiothérapie. Donc, le fractionnement des repas est une très bonne solution pour ce genre de patiente. Et vous avez aussi Faiza qui dit, avec tout ce qu'on entend sur l'alimentation, on ne sait plus si elle soigne ou si elle condamne. Elle a absolument raison. Alors moi, tout ce que je demande aux auditeurs qui nous écoutent, et qui nous voient, c'est d'être sûr de la source de laquelle on va prendre des conseils. C'est-à-dire être sûr cette personne, est-ce qu'elle est scientifique, est-ce qu'elle est diplômée, est-ce qu'elle est qualifiée pour donner des conseils. Parce qu'aujourd'hui... Mais vous savez, docteur, le souci, c'est que vous avez beaucoup de nos concitoyens, pour eux, à partir du moment où un spécialiste, entre guillemets, va être sur des plateaux télé ou dans des radios. Ou sur les réseaux. Ou sur les réseaux, absolument, qui sont aujourd'hui des médias, les médias sociaux, absolument. Ils ont, à partir du moment où c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, c'est que c'est quelqu'un de crédible. Ouais. Alors qu'on ne cherche pas forcément le bagage de la personne. C'est ça le problème. En fait, l'auditeur ou le téléspectateur n'est pas apte pour faire la part des choses. C'est ça le souci. Là, il y a le travail des médias qui choisissent les bonnes personnes, qui sont les plus sérieuses, les plus aptes à parler de la profession. Ça, c'est le premier lieu. Et ensuite, nous, on ne travaille jamais sans référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un de scientifique sur un plateau, il a un référentiel derrière. Il ne peut pas s'amuser à dire quelque chose s'il n'a pas une étude scientifique, un article scientifique, parce qu'il est responsable de ce qu'il dit. Tout à fait. Donc ça, c'est très, très important. Et moi, je le dis, chacun fait son métier. L'oncologue donne le protocole de radiochimiothérapie, etc. Le nutritionniste va donner les conseils nutritionnels. Le psychologue va supporter au niveau. Chacun doit faire son métier et l'intérêt du patient, il est dans cette prise en charge pluridisciplinaire. Et puis attention, on a dit. Alors, on me dit toujours ça. On a dit. Qui a dit? Ah, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Mais non. C'est-à-dire, ce n'est pas des références scientifiques sur lesquelles il faut s'appuyer pour changer ses habitudes de vie. Ouais. Quand vous écoutez quelque chose, il suffit de rentrer sur Internet, de chercher des articles scientifiques, de chercher des publications. Il faut aller dans cette recherche personnelle. Moi, je n'arrête pas de le dire, on parle beaucoup de flore intestinale. Et dernièrement, j'ai rencontré en France une journaliste qui a écrit tout un livre sur la flore intestinale et qui s'appelle « À fleur de pète », extraordinaire à lire, simplifié pour tout le monde. Et la journaliste, qui n'est ni médecin ni scientifique, elle a fait une bibliographie, une étude de recherche, mais terrible. Mais terrible. Donc voilà un bon exemple, c'est-à-dire que quand on va chercher, quand on tape sur les portes des professionnels, on a la bonne information scientifique.
Un petit mot là-dessus, Amal? Oui, c'est vrai qu'on se perd. La vérité, c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et surtout sur Instagram, il y a beaucoup de blogueuses, il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup qui parlent justement de la nutrition. Et il y a des très bons, il y a des personnes qui sont habilitées à le faire, mais il y en a d'autres qui ne sont pas malheureusement habilitées à le faire et qui peuvent influencer négativement. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est quand même la santé qui est en jeu. Tout à fait, absolument. Alors Sarah, on va sur notre sujet du bégaiement? Oui. On y va tout de suite. Merci beaucoup Sarah Hay d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste. Avec vous, quelle prise en charge pour le bégaiement? Alors il y a plusieurs stades au bégaiement, plusieurs niveaux. Mais plusieurs degrés. Plusieurs degrés, Plusieurs degrés de difficulté ou de sévérité. Mais est-ce que ça apparaît forcément avec l'avènement de l'apprentissage de la parole? Alors non. Pas forcément. Le bégaiement peut apparaître à n'importe quel âge, même des fois à l'âge adulte, conséquence d'un drame psychologique ou de quelque chose vraiment, d'un événement qui a vraiment perturbé la personne. Comme généralement, il apparaît effectivement avec l'avènement du langage vers l'âge entre 2. Généralement, c'est entre 2 et 5 ans que ça apparaît le plus, mais ça n'empêche que il peut apparaître à n'importe quel âge par la suite. Est-ce que c'est forcément le symptôme ou l'expression d'un choc émotionnel? Pas forcément. Non, pas forcément. Alors, il faut savoir que c'est vrai que les recherches et les neurosciences sont divisées sur deux parties. Alors, il y a des neuroscientifiques qui parlent d'une prédisposition au niveau neurologique de quelques neurones et tout, qui font en sorte que l'enfant peut être prédisposé, et c'est là où ça apparaît avec l'apparition du langage. Parce qu'il y a un terrain génétique? Alors, il y a l'effet terrain génétique, effectivement, et il y a aussi la prédisposition au niveau neurologique. Donc là, c'est plus des recherches au niveau du fonctionnement cérébral et tout, qui ont fait en sorte que la zone du langage est d'un fonctionnement un peu différent, qui fait en sorte que... Mais là encore, on est toujours dans des hypothèses. On n'a pas encore vraiment de cause qui est à 100%. Aujourd'hui, on ne peut pas dire le bégaiement est causé par ça. On ne peut pas le dire. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse génétique, il y a l'hypothèse des neuroscientifiques par rapport au côté neurologique. Et on parle aussi de l'importance du côté psychologique. Alors, le côté psychologique, c'est à partir de deux choses. Alors, le côté psychologique qui peut entraîner l'apparition du bégaiement, et donc là, c'est dû à un choc, qui va faire en sorte que l'enfant va commencer à développer ça, ou c'est le contraire, c'est le bégaiement qui va nous causer un impact psychologique par rapport à la vision qu'en a l'enfant dans la société, dans l'école, par rapport au regard de l'autre, sa confiance en lui et tout. Mais il y a toujours un aspect généralement psychologique accompagné, soit la cause, soit une conséquence. Mais par exemple, quand vous dites ça peut apparaître vers l'âge de 5 ans, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plutôt un choc? L'enfant qui parlait normalement jusque-là, et un jour, il commence à bégayer. Effectivement, par exemple, il y a des fois où on reçoit un patient, par exemple à l'âge de 4 ans, on nous dit, voilà. En fait, d'abord, pour parler d'un bégaiement, il faut que minimum, ça soit pendant 3 mois. C'est-à-dire, pendant minimum 3 mois, il y a eu ce bégaiement. Tous les jours? Tous les jours, généralement tous les jours, dans plusieurs situations. C'est à partir de là qu'on peut faire une investigation au niveau du bégaiement, pas avant. Alors, des fois, on reçoit des patients où on nous dit, voilà, il a commencé à bégayer à l'âge de 3 ans. Quand on creuse, on trouve par exemple, si c'est un garçon, il a été circoncis peut-être dans cette période, ou avant, un petit peu avant. Peut-être que cette circoncision-là, qui a été faite un peu tardivement à l'âge de 3 ans, l'enfant a peut-être vécu ça d'une manière un petit peu traumatisante pour lui. Des fois, c'est une séparation des parents. Des fois, c'est la naissance d'une fratrie. Il y a pas mal de choses. Et des fois, c'est par imitation. C'est-à-dire que des fois, il y a des enfants qui ont vu, par exemple, quelqu'un à l'école, où il y a un des parents. Donc, on peut avoir un bégaiement par imitation. Les enfants, vers l'âge de 2 ans, 3 ans jusqu'à 4 ans, ont vraiment une capacité d'imitation qui est impressionnante. Et donc, ils peuvent s'imprégner ça. D'accord, c'est incroyable. Maintenant, pour la prise en charge.
Elle se fait en cabinet, mais j'imagine que les parents aussi ont un rôle très très important pour le suivi. Donc vous proposez quoi en cabinet et qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Alors une fois qu'on a vraiment, on a été sûr que le bégaiement est là et qu'on a été, c'est l'orthophoniste qui pose le diagnostic? Oui, effectivement. C'est un diagnostic qui est fait par l'orthophoniste. Après bien sûr une passation de bilan qui fait en sorte de voir plusieurs choses. Alors il faut savoir qu'il y a deux aspects dans la prise en charge. Il y a l'aspect du bégaiement en lui-même dans la parole, dans le langage, pour voir si il y a des difficultés de langage. Des fois, il y a une sensibilité au niveau du langage qui, elle aussi, surajoute des hésitations. Et puis, l'enfant, tellement il cherche ses mots que ça accentue encore plus son bégaiement. Et puis, il y a aussi le côté technique. Nous, on dit technique, c'est-à-dire que des fois, généralement, dans le bégaiement, il y a une synchronisation. Il y a un problème de synchronisation entre la respiration et entre la parole. Et donc, il faut savoir que, normalement, la parole, le langage, c'est l'air expiré. C'est-à-dire que c'est l'air qu'on expire qu'on fait sortir. Et normalement, nous, quand on parle, on inspire et l'air qui, au lieu de l'expirer, il va être transformé en parole et en langage à travers nos cordes vocales. Sauf qu'il y a des enfants qui parlent en apnée, c'est-à-dire qu'ils bloquent l'air et ils parlent. Donc ça, en lui-même, c'est un problème technique. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à l'enfant de respirer une bonne respiration qui est généralement abdominale ou thoraco-abdominale et ensuite lui apprendre à synchroniser entre « je veux dire une grande phrase, j'aurai besoin de plus d'air et je ne dois pas parler en apnée ». Le fait de parler en apnée, forcément, cause encore plus un blocage, cause une tension musculaire au niveau du cou, au niveau des épaules, et tout ça favorise l'apparition du bégaiement. Donc en fait, ça peut être soit mécanique, soit neurologique. Ou les deux en même temps. Généralement, on trouve c'est un mélange. C'est un mélange. On ne peut pas trouver vraiment. C'est pas un tableau où on trouve un seul symptôme, mais il y a plusieurs choses. Il y a des degrés qui sont encore plus sévères où on trouve l'apparition de syncynésie. On appelle ça des syncynésies, c'est-à-dire c'est des mouvements involontaires de la face qui accompagnent le moment du blocage. Par exemple, c'est un enfant qui va cligner tout le temps les yeux. C'est un enfant qui va ouvrir grand la bouche tellement il est bloqué avant de sortir une lettre. C'est un enfant. Il y a des enfants carrément ou des adultes qui vont se plier en deux pour sortir un mot. C'est douloureux, au moment du blocage. Finalement, c'est physique. C'est une tension musculaire qui se passe au niveau de tout le corps. C'est pour ça que parmi les premiers exercices qu'on travaille avec, surtout quand ils sont dans un âge un peu grand, on travaille la relaxation musculaire et on travaille la relaxation du corps et on essaye de décharger ce corps-là parce que tellement il y a de la tension qui se prend au niveau des bras, des mains et il y a des mouvements involontaires dans le visage, dans les mains, des fois dans les pieds, que ça commence à être encore plus pesant que d'aller directement vers le blocage. Parce qu'il n'y a pas que le blocage. Il y a autre chose qui accompagne ça. Et puis, il faut y aller déjà par rapport à ces petites choses-là qui vont gêner encore plus le patient. Mais on associe très souvent le bégaiement à un manque de confiance en soi, une timidité. Alors, cause ou conséquence? Les deux. Cause rarement, mais si on est à un degré de manque d'estime de soi qui est vraiment très très important, ou par exemple c'est un enfant qui a été violenté, ou il a été violenté, pas forcément abattu, mais même la violence verbale, elle laisse des empreintes incroyables sur les enfants et peut être une conséquence, c'est-à-dire que le regard qu'on a sur cet enfant, c'est pour ça que c'est très important de vraiment de motiver les parents à être investis dans cette rééducation parce que c'est eux le premier regard que l'enfant a quand il bloque. C'est eux le premier regard. C'est-à-dire que si je ne change pas mon regard, j'ai beau faire 1000 rééducations, ça ne servira pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'enfant se voit dans mon visage. C'est moi sans miroir. Et si moi, maman ou papa, je n'arrive pas à me retenir lors de ce moment et je culpabilise cet enfant et je donne de l'ampleur à ce moment-là, ça peut être juste un bégaiement de passage. Mais moi, je vais l'amplifier et il va rester. D'accord. À 2 ans, un enfant peut avoir un bégaiement. Il y a plusieurs enfants qui font un bégaiement, mais qui fait partie de l'évolution de l'enfant. Il peut rester. C'est-à-dire, les études maintenant ont prouvé que presque 70% des enfants qui ont développé un bégaiement peuvent le garder. Mais si moi déjà, je fais semblant que je n'écoute pas et que, comme si de rien n'était, l'enfant ne s'attardera pas sur ce qui s'est passé parce qu'il ne sait pas. C'est important. Par contre, il y a l'effet miroir. Oui, c'est très très important. Parmi les premières recommandations qu'on donne aux parents, c'est tout d'abord, il faut garder le regard. Regardez comment je suis en train de vous parler, vous fixez mon regard. Vous me dites, je suis là, je vous donne le temps. C'est-à-dire, vous ne me pressez pas. Alors, les parents ont souvent tendance à... Vous êtes à l'aise. Voilà. Super. C'est ça. Ça me va. Effectivement, c'est les premiers aspects de la communication. Ouais. Avant de parler,
avant d'exprimer ce que je veux dire, il y a la communication non verbale qui passe par le visage à 100%. Alors, si c'est un enfant qui parle et lui, il bloque et moi, je tourne pour finir, pour faire autre chose, bah, dites-vous que oui, il va se sentir gêné. Ou si je finis sa phrase, là, c'est encore plus. Ou bien si je lui dis, écoute, calme-toi et respire doucement. J'accentue encore plus la problématique et donc l'enfant se regarde et se reflète et il se dit, ah, ça c'est un problème. Donc, ça commence à prendre un petit peu plus de sens chez lui et donc ça peut persister. Et ça, cette attitude des parents, il faut la garder même avec le suivi, même pendant le suivi? Oui, effectivement, elle est très très importante. Moi, je vous ai dit que vraiment, c'est parmi les recommandations essentielles pour débuter une bonne prise en charge. C'est comment réagir face à ce bégaiement, face à ce blocage, face à ce moment X ou Y, dans telle situation. Il y a des enfants qui ont peur, par exemple, ils les évitent de répondre au téléphone. Alors, il y a des parents qui nous disent « Mais non, il n'y a pas de raison, il faut qu'il réponde. » Mais non, mais s'il n'est pas encore prêt, s'il se dit, parce que lui, dans sa tête, déjà, il se dit, avant de répondre, rien que la première sonnerie, il se dit « Si je réponds, je bloque. » Donc, il y a déjà cette peur-là de faire ça. Donc, si moi, je l'oblige, est-ce que c'est un remède ? Il y a pas on ne parle plus de thérapie de choc, là. Donc, on est vraiment en train d'appuyer la difficulté. On est en train de souligner. Tiens, tu as cette difficulté, alors je te la souligne encore plus en fluorescent. Et donc, on l'agrandit. Et elle accroît. Et pendant l'âge adulte, on trouve des ados encore. Et c'est très difficile à l'âge de l'adolescence d'avoir un bégaiement. C'est très, très difficile dans notre société de gérer tout le stress, tout le regard des autres et de pouvoir un petit peu faire un travail sur soi. C'est très difficile. Alors, on a des parents justement qui réagissent à ce sujet, qui vous disent, alors Salim vous dit, est-il vrai que le bégaiement est en lien avec le manque de confiance en soi? On a parlé de ça tout à l'heure, effectivement. Oui, ça peut être une cause et une conséquence. Et puis, généralement, un enfant qui commence à développer un bégaiement et qui reçoit beaucoup d'éléments négatifs sur ça, commence à perdre confiance en soi. C'est ça. Mais ce n'est pas une règle générale. Alors, Yasmine vous dit, lorsque je chante, je ne bégaye pas, pourtant je suis bègue. J'adore cette question. Alors, en fait, les dernières recherches qu'on a fait, il faut savoir que, par exemple, moi, pendant ma première année d'exercice et aujourd'hui, après 10 ans ou 11 ans d'exercice, je ne travaille plus avec la même méthode de rééducation. Alors, on a vraiment bâclé l'ancienne méthode. La nouvelle méthode de rééducation, elle est basée sur le chant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les recherches neuroscientifiques disent que le chant fait travailler ou fait interagir des neurones dans la région langage qui font en sorte qu'on détourne l'attention sur la zone langagière à 100%. Et donc, le fait de mélodier et de vraiment rythmer la parole fait en sorte qu'on est entre le chant et entre le langage. Et donc, c'est pour ça que les nouvelles techniques font en sorte, maintenant les thérapies, on parle de prise en charge orthophonique par les thérapies cognitives et comportementales, et à travers le chant. Et donc, oui, je chante beaucoup avec les enfants bègues. Mais ils chantent... ils ne bégayent pas. Oui, mais ensuite, quand ils passent au langage... Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un passage, on garde une petite mélodie et on commence à dissoudre cette mélodie doucement. Mais il faut savoir que les enfants bègues parlent trop vite, très rapidement et mâchouillent des fois les lettres. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je calme la cadence de la parole, je la mélodie, je mets un petit peu de rythme et petit à petit, on essaye de garder un rythme qui ne gênera pas le petit, le grand, l'adolescent, l'adulte. On n'a pas de problème. Donc, il faut qu'on adapte cette mélodie-là aux patients. C'est-à-dire, on parle tous avec une certaine mélodie. Tout à fait. D'accord ? L'enfant bègue ne l'a pas, cette mélodie. Il a tac, 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 tac. Alors, l'ancienne méthode faisait qu'on travaillait avec le rythme et on découpait trop la parole et ça donnait un effet robotique. Maintenant, on ne travaille plus ces techniques. C'est au niveau des techniques nouvelles que les résultats sont encore meilleurs qu'avant. Merci beaucoup, Sarah. Elle m'a apaisée. Je ne sais pas vous. C'est mon rythme. C'est ça doit être ça, exactement. C'est votre mélodie. Exactement. Merci beaucoup, Sarah Hay, d'avoir été là. Merci à Amal Hihi. Merci, Dr Karim Louali. Merci infiniment d'avoir été là pour nos téléspectateurs. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très vite. Au revoir.